Il y a dans tous les championnats de foot du monde des classiques, des équipes qui marquent l'histoire et les esprits. En Italie, il y a l'AC Milan, l'Inter, la Juve ou la Roma. En Angleterre, ce serait Chelsea, et Manchester ou Liverpool. Chez nous en France, c'est incontournable Paris et Marseille. En Espagne, Madrid ou Barcelone. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui se passe dans un club où la bière est reine, où à Landerrois et où le jaune fait foi. Depuis trop longtemps dans l'ombre du Bayern de Munich, mettons aujourd'hui la lumière sur le Borussia Dortmund. C'est bien beau tout ça, mais en fait, c'est quoi le BVB, le Borussia Dortmund? Je m'appelle Akila Bello et je vais vous raconter tout ça. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, le football gagne en popularité en Europe et en Allemagne. De nombreux clubs sportifs locaux ont été créés pour répondre à cet engouement croissant pour le sport. C'est dans ce contexte que fut créé le Borussia Dortmund. Ce qui nous amène donc le 19 décembre 1909 en Rhénanie-Nord-Westphalie, dans la ville minière de Dortmund, où lors d'une réunion de jeunes hommes passionnés de football, réunis dans une brasserie de Dortmund appelée Zum Wildschütz. au tireur de cerf dans la langue de Molière. Lors de cette réunion se trouvent les fondateurs du Borussia, qui sont pour le moment que de simples étudiants ou ouvriers. L'histoire dit que l'envie de former un club de football local a vite pris le dessus. Ils ont décidé de créer une équipe qui pourrait représenter la ville de Dortmund dans les compétitions locales et régionales. Une fois la décision prise, ils l'ont appelé Borussia, en référence à la Rhénanie, province où se trouve Dortmund, et probablement aussi, d'après les rumeurs, le nom d'une brasserie de la ville. Dortmund, évidemment, pour la ville où se situe le club, et 09 pour l'année de sa création. À la fin de cette réunion, fut nommé à la tête du club leur premier président, Heinrich Unger. Un grand club ne vient pas sans un grand stade et le public qui va avec. En 1909, année de sa création, et ce jusqu'en 1913, le club de Dortmund évoluait sur un petit terrain, sans tribune, sans rien, appelé le... Weidenpescher Park. Ils ont investi Weiße Wiese. le pré blanc en français en 1913, premier terrain qu'ils garderont plus de 20 ans, 24 ans pour être précis. Et c'est avec ce terrain que les premières infrastructures seront installées et que le club aura une allure un peu plus professionnelle. En 1937, premier stade multifonctionnel du club avec le Station Rote Erde. 25 000 places de capacité et il est et restera à jamais premier vrai stade du club. Même après le dernier déménagement en Westfalenstadion en 1974, le stade restera longtemps un stade d'entraînement et celui de la réserve. Le Westfalenstadion. stade de la légende du BVB avec la création du mur jaune, Gelbe Wand. De base, un peu comme le stade de France à Saint-Denis, le stade a été construit pour accueillir les matchs de la Coupe du Monde 74. Initialement 54 000 places, il possède actuellement plus de 80 000 places. Depuis 2005, et comme beaucoup aujourd'hui, le stade a bénéficié d'un sponsoring et s'appelle maintenant le Signal Iduna Park. Maintenant qu'on a vu les différents stades qui ont vu évoluer des joueurs légendaires qu'on verra dans la section suivante, nous allons parler de la chose qui, pour moi, fait toute la beauté du BVB et on va s'attarder sur une partie de son public, à savoir le fameux Gelbe Wand, le mur jaune en français toujours. Alors, le mur jaune, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est plus que de simples ultras ou supporters hardcore. C'est le cœur et l'âme du club. Culturellement, le mur possède ses propres chants, s'en mettent de génération en génération. Pour les plus connus, nous avons Heya BVB. c'est le plus connu et si vous suivez un peu la Bundesliga, vous l'avez certainement déjà entendu. Le Am Borsigplatz geboren. c'est un chant sur l'origine du club et de son attachement à la ville. Le Leuchte auf mein Stern. pour que les supporters expriment leur amour et leur attachement au club. Je ne vais pas tous les lister, mais il y en existe plein d'autres. Et maintenant, petit générique sur les joueurs de légende.
Comme on l'a déjà dit, le BV est un grand club et un grand club, ça implique des joueurs de légende. Je vais en lister 6 parmi la pléthore qui ont porté le maillot jaune et noir. Le premier, c'est Lothar Emmerich, Emma. Comment l'expliquer? Il est encore considéré maintenant comme l'un des meilleurs attaquants et buteurs du BVB. Il a porté les couleurs du club pendant 9 ans, de 60 à 69. 2 fois meilleur buteur de la Bundes, avec pas moins de 31 réalisations en 65 et 66, et 28 en 66-67. Il était réputé pour sa lourde frappe et ses buts extraordinaires et souvent décisifs. Emma, c'est 115 buts pour 215 matchs. Michael Zorc, le joueur ayant porté les couleurs du club le plus souvent avec 572 matchs officiels. Incroyable milieu défensif, il était reconnu pour sa ténacité et sa vision globale du jeu. Il remportera 2 fois le championnat en 95 et 96, une Ligue des Champions en 97, une fois intercontinentale la même année. Après ses 17 ans sur le terrain, il excellera ensuite en tant que directeur sportif du club, en s'illustrant notamment avec l'arrivée de grands noms qui ont porté les couleurs jaune et noir, Lewandowski, Obama, Reus, Haaland, pour ne citer que, et tout ça, c'est lui qui les a emmenés. Comment parler des légendes qui ont marqué le club sans parler du très grand Andreas Müller? Même s'il a aussi été utilisé comme attaquant, Müller a été réputé et redouté pour sa vision de jeu au poste de milieu de terrain. Il est double vainqueur de la Bundes en 95 et 96 et fait partie de l'équipe vainqueur de la LDC, la Ligue des Champions, en 97. On va maintenant parler de la tour de contrôle de cette défense qui a gagné la Ligue des Champions en 97, Jürgen Kohler. Une robustesse à toute épreuve, il a porté pendant 7 ans les couleurs du Borussia Dortmund et il a remporté la Bundesliga en 96 et en 2002. L'impact et l'empreinte qu'il a laissée sur le Borussia est encore palpable aujourd'hui. Il est un des artisans du parcours et de la victoire de Dortmund en Ligue des Champions. On en parle enfin, et si vous connaissez le BVB, il était normal d'en parler. Matthias Sammer, élu Ballon d'Or en 96, il a porté pendant 5 ans les couleurs du Borussia. Champion d'Allemagne avec le Borussia en 95 et 96, et faisant partie de l'équipe qui a remporté la Ligue des Champions en 97, ce milieu défensif requalifié quelquefois en défenseur central a laissé dans le vestiaire des traces indélébiles. Son leadership naturel a fait non seulement de lui un joueur incroyable, mais aussi, dès la fin de sa carrière, un excellent entraîneur, notamment au Borussia. Si vous ne deviez en retenir qu'un dans cette liste non exhaustive, ce serait très certainement Sammer, l'homme au Ballon d'Or. Marco Reus, il n'a pas gagné de Ligue des Champions, mais Reus est pour le club le petit chouchou privilégié du BVB. Et il le lui rend bien. Capitaine emblématique, je devais vous en parler parce que malgré des problèmes de santé récurrents, il a pu avec son talent et son leadership marquer les esprits. Malheureusement, son palmarès avec le BVB n'est pas teinté de victoires en championnat ni en Ligue des Champions. Mais lorsqu'il fout de la pelouse, c'est un vrai plaisir à avoir joué. C'est pour cela qu'il gagnera par 2 fois le titre de joueur de l'année en 2019 et 2019. On va faire maintenant une petite mention spéciale. Si je vous fais écouter ça. Erling Haaland, la star de demain, le talent d'aujourd'hui, le tueur de but, peut-être le meilleur attaquant de sa génération. Même si d'autres pensent à Mbappé. Il arrive au BVB en 2020 et impose déjà son rythme en marquant 29 buts en 27 matchs. Et ce n'est que le début. Haaland, c'est 86 buts en 89 matchs. Son style de jeu impressionnant et son positionnement redoutable font de lui un attaquant imparable. On va parler de l'un des moments, si ce n'est le moment le plus mémorable du club, leur parcours en Ligue des Champions 97. Le Borussia Dortmund était placé dans le groupe B aux côtés de l'Atlético Madrid, de Vitesse Lodz et du Steaua Bucarest. Le Borussia rentre en piste le 11 septembre 1996. Le premier match est à domicile contre Lodz. Ouverture du score par Ehrlich à la 45e, suivi d'un deuxième but à la 68e par Ehrlich pour le doubler. 84e minute, Chitko réduit le score pour les Polonais, mais ça sera insuffisant, Dortmund entame son périple de la meilleure des manières. Le 25 septembre, premier match à l'extérieur contre Bucarest. Riken ouvre le score dès la 6e minute, suivi par un but de Heinrich à la 37e. Et enfin, Chapuisat à la 77e, victoire 3-0 pour les Allemands. Dortmund conforte son avance. 16 octobre. Premier vrai défi à l'extérieur contre l'Atlético Madrid. Le match est disputé, voire à l'avantage des Espagnols, mais c'est bien le Borussia Dortmund qui l'emporte 1-0 grâce à un but de Stefan Reuter à la 51e minute. Le 30 octobre, début des phases retour, mais cette fois sur les terres du mur jaune au Westfalenstadion. Et dès la 17e minute, les hostilités sont lancées. Ehrlich ouvre le score. Cependant, égalisation de Fresnedoso à la 37e minute refroidit l'ambiance, qui est pour de bon terni lorsque Pantic, à la 42e, éteint les espoirs des Allemands. Victoire 2-1 de l'Atlético. Nous sommes maintenant le 20 novembre et on se demande si le Borussia va se remettre de sa défaite à domicile. Il se déplace en Pologne pour le retour face à Lodz. Et ça commence fort. 14e minute, Lambert ouvre le score mais pour très peu de temps, puisque la minute qui suit, c'est la réponse du berger à la bergère, avec l'égalisation de Dembinski. Puis, 5 minutes plus tard, Dembinski, encore lui, double la marque. Il faudra attendre la 65e minute pour que Kohler égalise pour empêcher le BVB
de ne plus croire à la qualification. 4 décembre, dernier match des phases de poule. Le Borussia reçoit Bucarest. Il leur faudrait une victoire pour être sûr de se qualifier pour les quarts de finale. Et ça commence fort. 13e minute, Chapuisat ouvre la marque pour le BVB. Mais la célébration est de courte durée. Lié dès la 17e égalise. 22e minute, Chapuisat inscrit un doublé et le Borussia reprend l'avantage suivi par un but de Kretschok à la 43e. Avec 2 buts d'avance à la mi-temps, le stade souffle un peu. Mais à la sortie des vestiaires, Batchou inscrit un but à la 52e minute qui redonne un maigre espoir au club roumain. Espoir qui sera vite supprimé avec les 2 buts de Riedel et de Zorc, respectivement à la 63e et à la 65e minute qui assurent la supériorité du BVB. Et ce n'est pas le but de Caïn à 79e qui redonnera espoir. Score final 5-3 pour le Borussia. Dortmund termine 2e du groupe, derrière l'Atlético Madrid et se qualifie pour les quarts de finale. Malgré un nombre de points similaires, l'Atlético reste devant, ayant un meilleur goal average. Et c'est parti pour les quarts de finale contre les Français de la JOCR, menés par le légendaire Giroud. 12 minutes de jeu, ouverture du score par Riedel. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 1-0. En deuxième mi-temps, le match s'emballe. Dès la 54e minute, Schneider porte le score à 2-0. À la 75e minute, réduction du score d'Auxerre par Sabri Lamouchi. Mais Andreas Müller vient apporter un deuxième but d'avance avant le match retour à la 83e minute. Match retour sur les terres françaises de l'Abbé Deschamps. Rien à dire sur le match, Dortmund maîtrise son sujet et grâce à un but de Ricken, s'en va vers les demi-finales. Dortmund l'emporte 4-1 sur l'ensemble des deux matchs et se qualifie pour les demi-finales. En demi-finale, le Borussia rencontre le club légendaire de Manchester United. L'année se joue à la maison au Westfalenstadion devant 48 500 personnes. Le match est compliqué des deux côtés, mais à la 76e minute, Kretschok vient ouvrir et clôturer le score, laissant l'obligation à Manchester de s'imposer sur leur terrain. Score final 1-0. Old Trafford, 53 000 personnes, les Red Devils de Manchester doivent s'imposer. Mais dès la 8e minute, Ricken crucifie Schmeichel, assure un certain confort à Dortmund pour la suite du match. Manchester tentera de revenir au score, mais en vain. On y est. Le Borussia accède à la finale avec une victoire 2-0 sur l'ensemble des deux matchs. 28 mai, finale contre la Juve. Dortmund prend rapidement l'avantage grâce à 2 buts de Riedel à la 29e et la 34e minute. Del Piero réduit l'écart à la 65e pour la Juve. Mais, entré en jeu juste après le but de Del Piero, Ricken marque un superbe lob à la 71e, quelques secondes après son entrée pour sceller la victoire de Dortmund. Et c'est fait. Le rêve de tout club se réalise. Dortmund dans son propre pays, devant ses plus fervents supporters, soulève la Ligue des Champions. Le parcours du Borussia Dortmund en Ligue des Champions 96-97 est l'un des chapitres les plus glorieux de l'histoire du club, avec des performances impressionnantes à chaque étape et une victoire mémorable contre la Juve en finale. Cette campagne a établi Dortmund comme une puissance européenne du football. Et pour finir, on va faire le point sur quelques petites anecdotes insolites qui ont eu lieu autour du stade ou de l'équipe de Dortmund. D'abord, on va parler du fantôme du... Signal Iduna Park. Un peu de contexte. Signal Iduna Park. Anciennement Westfalenstadion, a ouvert ses portes en 1974 avec une capacité impressionnante d'environ 81 365 spectateurs. Il est non seulement l'un des plus grands stades d'Allemagne, mais aussi de toute l'Europe. Ce stade est célèbre pour son atmosphère électrique, principalement grâce au légendaire mur jaune, dont on a déjà parlé, la plus grande tribune debout d'Europe, où les supporters du Borussia Dortmund créent une ambiance unique. Mais derrière cette passion et cette ferveur se cache une histoire plus sombre et plus mystérieuse. Au fil des années, des témoins ont rapporté des apparitions fantomatiques dans le stade. Imaginez être seul dans les tribunes après un match intense et voir une silhouette blanche ou translucide errer dans les gradins. Ces apparitions, souvent décrites comme des figures fantomatiques, ont été signalées par des supporters, des gardiens de sécurité et même des employés du stade. La peur monte, les récits ne s'arrêtent pas là. Des bruits étranges, des chuchotements, des pas résonnants dans les couloirs vides ou encore des cris lointains ont été entendus tard dans la nuit. Ces phénomènes sont souvent attribués à des esprits errants ou des énergies résiduelles, vestiges des innombrables émotions et tensions qui ont marqué le lieu au fil des années. Certaines versions de la légende mentionnent des événements tragiques. Comme source de ces manifestations, par exemple, on raconte que durant la construction du stade, un ouvrier aurait trouvé la mort dans un accident tragique. D'autres histoires parlent d'incidents impliquant les supporters dont l'esprit continuerait à errer dans les gradins, incapables de quitter ce lieu de passion et de drame. Mythe ou réalité ? Alors qu'en est-il vraiment ? Est-ce simplement l'effet psychologique de l'atmosphère intense du stade Signal Iduna Park. où les ombres et les bruits prennent une dimension surnaturelle ? Ou bien, est-ce que ces légendes sont le fruit des énergies résiduelles laissées par les foules passionnées et les moments de tension extrême ? Une journée comme les autres, entraînement matinal, les joueurs du BVB étaient sur le terrain peaufinant leur stratégie sous les directives de leur entraîneur. Les supporters, comme d'habitude, suivaient de près chaque moment, espérant percevoir une nouvelle tactique ou une performance exceptionnelle de leurs idoles. Soudain, un bourdonnement inhabituel interrompit la routine. Les joueurs levèrent les yeux et aperçurent un drone, flottant au-dessus du terrain comme un œil invisible. Ce n'était pas un drone ordinaire utilisé pour filmer les sessions d'entraînement. Non, celui-ci était inconnu. Apparaissant sans préavis ni autorisation, la présence du drone sema rapidement la panique et la confusion. Les joueurs, initialement curieux,
commencèrent à s'inquiéter. Les questions fusaient. Qui pilotait ce drone? Que cherchait-il? Était-ce un simple spectateur curieux ou quelque chose de plus sinistre? Comme un espionnage industriel, une tentative de vol d'informations stratégiques ou même une menace sécuritaire. Le stade de sécurité du Borussia Dortmund réagit immédiatement. Le drone désormais perçu comme une menace devait être neutralisé. Les agents se déployèrent autour du terrain, leurs yeux fixés sur l'intrus mécanique. Les joueurs furent évacués vers les vestiaires à l'abri de toute éventualité. Pendant ce temps, les techniciens tentèrent de localiser la source du signal contrôlant le drone. Malgré tous les efforts, le drone échappa aux tentatives d'interception et finit par disparaître aussi mystérieusement qu'il était apparu. Aucune trace du pilote, aucun indice sur ses intentions. Ce fut comme si le drone avait été un fantôme, un avertissement silencieux, mais puissant. Cet incident laissa une marque durable. Le BVB, déjà vigilant en matière de sécurité, renforça encore ses protocoles. Des mesures furent mises en place pour prévenir toute intrusion future, qu'elle soit terrestre ou aérienne. Les joueurs, bien que rassurés par ces mesures, gardèrent en mémoire cette intrusion étrange et inquiétante. L'incident du drone au Signal Iduna Park en 2018 n'est pas seulement une histoire de mystère et de tension, c'est une leçon sur l'importance de la vigilance et de la sécurité, même dans les lieux les plus sacrés du sport. C'est un rappel dans notre monde moderne, les menaces peuvent venir de partout, même du ciel. Que vous soyez un sceptique ou un amateur de récits intrigants, l'incident du drone reste gravé dans l'histoire du Borussia Dortmund. Il témoigne de la nécessité de rester vigilant et prêt à affronter l'inconnu, même dans les moments de routine. Nous sommes en 2015, au cœur de la saison de Bundesliga. Le Signal Iduna Park du Borussia Dortmund résonne des chants passionnés de ses supporters. Chaque match est une fête, une explosion de couleurs et de sons, un véritable spectacle de dévouement et de passion. Mais ce jour-là, un invité inattendu allait voler la vedette. C'était un après-midi classique de Bundesliga et le Borussia Dortmund affrontait Wolfsburg. Les tribunes étaient pleines, les supporters déchaînés. Les joueurs étaient concentrés, prêts à tout donner sur le terrain. Le match promettait d'être intense et chaque spectateur était sur le qui-vive, attentif à chaque mouvement, chaque passe, chaque tir. À la 50e minute, alors que l'action battait son plein, une silhouette inhabituelle fit son apparition sur le terrain. Un chat noir et blanc, agile et téméraire, avait décidé de se joindre à la partie. Il traversa la pelouse avec une élégance féline, indifférent au chaos qu'il semait derrière lui. Les joueurs surpris s'arrêtèrent net, même le ballon sembla s'immobiliser, comme suspendu dans le temps. Le public éclata de rire et d'étonnement, applaudissant cette interruption insolite. Les caméras de télévision capturèrent chaque mouvement du félin intrépide, transformant ce moment en une séquence virale qui fera rapidement le tour du monde. Le chat, loin d'être effrayé, profita de son moment de gloire. Il se promena sur le terrain, esquivant les tentatives des stewards pour l'attraper, sautant gracieusement par-dessus les lignes de touche et se prélassant même un instant près du but. Les joueurs amusés ne purent s'empêcher de sourire face à cette scène inédite. Finalement, après quelques minutes de poursuite, le chat fut délicatement capturé par un steward, les applaudissements chaleureux de la foule. Il fut emmené hors du terrain, mais son apparition avait déjà laissé une marque indélébile dans l'histoire de ce match. Le jeu reprit, mais quelque chose avait changé. Un éclat de magie, de légèreté flottait encore dans l'air. L'intrusion du chat en 2015 est devenue une légende parmi les supporters du Borussia Dortmund. Elle rappelle que le football, malgré toute sa passion et son intensité, peut aussi être rempli de moments inattendus et charmants. Ce jour-là, un simple chat avait réussi à capturer l'attention et le cœur de milliers de personnes, rappelant à tous la beauté des interruptions imprévues. Sauf quand c'est un mec tout nu. Donc les strikers arrêtés. Et voilà, chers passionnés de football et fans du Borussia Dortmund, nous arrivons à la fin de notre voyage à travers l'histoire fascinante et les moments inoubliables de ce club légendaire. Le Borussia Dortmund n'est pas seulement un club de football, c'est une institution. Fondé en 1909, le BVB a su se forger une identité unique, marquée par une passion inégalée et un dévouement sans faille de ses supporters. Chaque match au Signal Iduna Park est une expérience inoubliable, où la ferveur du mur jaune crée une atmosphère que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Nous avons revisité des moments de gloire comme la victoire en Ligue des Champions en 97 et des incidents spectaculaires comme l'apparition du chat ou le mystérieux drone. Chaque anecdote, chaque histoire contribue à la légende vivante de ce club. Le Borussia Dortmund, c'est aussi des personnalités emblématiques, comme les joueurs légendaires qui ont marqué l'histoire du football. Ce qui rend le Borussia si spécial, c'est avant tout la communauté qui l'entoure. Les supporters, avec leur passion inébranlable, sont le cœur battant de ce club. Que ce soit par des tifos gigantesques, des chants enflammés ou des manifestations créatives, ils montrent à chaque match ce que signifie vraiment le mot supporter. Merci à vous tous aussi sur le live Twitch, parce qu'on est en live Twitch, d'avoir suivi cette vidéo et ce tournage. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Normalement semaine prochaine pour le tournage. Il y aura le lien Twitch dans la bio, dans la description, là en dessous. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci à tous.